L'IRD, en collaboration avec des collègues africains, et notamment dans le cas que je vais évoquer au Burkina Faso et en Côte d'Ivoire, ont joué un rôle clé dans la mise au point des moustiquaires imprégnés d'insecticides, qui est un élément important de prévention. Bien sûr, plusieurs de nos unités de recherche travaillent sur le vaccin pour le palu. L'un des projets qui est le plus avancé se fait par notre unité qui s'appelle Mérite, qui est basée à l'université Paris-Descartes à Paris, mais qui surtout travaille au Bénin avec un centre d'investigation clinique de nos collègues des universités du Bénin pour un vaccin pour la prévention du paludisme chez la femme enceinte, qui est un vecteur terrible de morbidité et de mortalité. Et on est déjà, pardonnez l'aspect technique, la phase 1B, c'est-à-dire qu'on a un candidat vaccin qui a l'air assez prometteur. Mais bien sûr, il y a de très nombreux groupes qui travaillent sur le vaccin pour la population adulte et on peut être raisonnablement optimiste sur le fait d'aboutir dans des délais qu'on ne peut pas prévoir, mais qui ne sont pas à échelle de très longtemps. Il y a des obstacles scientifiques, il faut trouver les bons candidats. Je pense que les obstacles de financement maintenant c'est pas l'obstacle principal. On peut trouver, s'il y a des candidats vaccins sérieux, on trouvera de quoi poursuivre la recherche et aboutir à cela. C'est parce qu'il y a aussi eu pas mal d'efforts mutualisés, que c'est pas chacun dans son coin, qu'il y a un vrai travail impulsé notamment par les collègues africains. Je pense à mon ami Hugo Baradombo au Mali, qui est aussi particulièrement avancé avec son groupe. Mais le point important, c'est que de plus en plus, il y a des réseaux de travail en commun, notamment sur le continent africain, parce que dans ce domaine-là, comme dans beaucoup d'autres, c'est comme en foot. C'est l'union qui fait la force et qui fait qu'on gagne la partie. Il faut des individualités brillantes, mais si on ne joue pas collectif, on ne gagne pas. Et si on veut gagner pour le vaccin sur le paludisme, il faut que tout le monde se converge pour le travail en commun. Pouvons-nous donc affirmer qu'il y a de fortes chances qu'un tel vaccin soit mis en place dans un futur proche? Si vous voulez, ça c'est pas. Je ne lis pas dans le marc de café, et puis en plus moi je suis pas spécialiste des vaccins, mais disons que il y a une recherche de bonne qualité et prometteuse sur ce sujet qui fait que on peut espérer, on a des espoirs qui sont significatifs, notamment pour le vaccin femme enceinte dont je vous parlais. Par comparaison, si vous voulez, je pense que les blocages scientifiques, c'est-à-dire les choses vraiment à comprendre, qu'on ne comprend pas encore, pour ce qui est de trouver un vaccin préventif pour le VIH, pour le sida, sont plus difficiles encore que pour le paludisme. Dans le soutien qu'apporte l'IRD à la recherche en Afrique, quelle est la part consacrée au paludisme? C'est que nous, on envoie nos chercheurs passer du temps, 2 ans, parfois 4 ans, parfois plus, passer du temps dans les laboratoires de nos partenaires. On travaille vraiment avec les laboratoires de nos partenaires et évidemment ça fait du transfert de technologie, du transfert de savoir-faire dont on pense qu'il est assez efficace. Ici au Sénégal, pour donner un exemple, il y a presque un quart de la production scientifique totale du pays, dont beaucoup en santé et beaucoup sur la malaria, qui se fait à travers des copublications, c'est-à-dire des travaux qui ont été faits en commun entre des chercheurs de l'IRD ou de nos laboratoires et les chercheurs sénégalais. Et pour nous, c'est la voie à suivre. À votre avis, pourquoi est-ce que la lutte contre le paludisme a connu un ralentissement, surtout en Afrique, au cours des 2 dernières années? Je crois qu'il y a deux facteurs que j'ai d'ailleurs essayé d'évoquer lors de ma présentation au congrès MIM, où nous sommes aujourd'hui. C'est que l'agenda international s'est élargi. Aujourd'hui, avant, il y avait 8 objectifs du millénaire, dont 3 sur la santé, et tous les 3 étaient d'ailleurs liés assez directement à la malaria, la réduction de la mortalité infantile, la malaria en est une cause très importante en Afrique, la réduction de la mortalité maternelle, c'est la même chose, et il y avait même un objectif du millénaire
spécifiquement dédié à la lutte contre les 3 grandes pandémies qui ont conduit à la mise en place du Fonds mondial pour la lutte contre le sida, la tuberculose et la malaria. Aujourd'hui, on a 17 objectifs du développement durable. Une des raisons, et j'ai plaidé pour cela aujourd'hui, c'est qu'il faut que la lutte contre la malaria s'intègre mieux dans cet agenda plus global, plutôt que de continuer à réclamer toujours plus d'argent de façon un peu pour un programme vertical. Il faut mieux intégrer le programme sur la malaria. L'autre point, et là il faut être très très vigilant, c'est qu'il y a des succès qui ont été quand même obtenus, même s'ils sont insuffisants. Certains pays, c'est le cas du Sénégal, se rapprochent de l'élimination et il peut y avoir cette illusion qui est très très dangereuse que puisqu'on est proche du but, on peut relâcher un peu l'effort. Or ça, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Un intervenant tout à l'heure disait que la lutte contre la malaria, c'est comme quand on fait de la bicyclette, si on arrête de pédaler, on tombe. Et donc on peut revenir en arrière. Je suis d'ailleurs bien placé pour ça, puisque on a eu l'expérience en Corse, d'où je viens. La malaria avait été quasiment éradiquée après la Seconde Guerre mondiale, hein, et entre 57 et 62, il n'y avait plus de malaria en Corse, sur mon île natale, et puis dans les années 70, enfin fin des années 60, début des années 70, il y a eu un rebond, et il a fallu recommencer pas mal de choses à zéro. Heureusement, ça a pu être contrôlé, mais voilà, il ne faut surtout pas, parce que ça serait malheureusement très massif, que relâcher l'effort sur la malaria provoque un tel rebond. C'est déjà arrivé dans l'histoire de la lutte contre la malaria, mais pour augmenter les financements, il faut sûrement mieux intégrer les demandes concernant la malaria aux demandes plus générales pour la couverture maladie universelle. L'OMS a fixé un certain nombre d'objectifs à atteindre d'ici 2030, entre autres la réduction de 90% du taux de mortalité par lustre et l'élimination du paludisme dans au moins 35 pays. À 12 ans de cette échéance, est-ce que vous pensez qu'il y a de fortes chances que ces objectifs soient atteints ? Vu les tendances. Moi, je suis membre du panel des Nations Unies qui est censé évaluer les objectifs du développement durable, hein, le premier rapport pour la période 2015-2019, et ensuite ce rapport sera renouvelé tous les 4 ans. Clairement, pour reprendre une expression anglaise, on est off track. C'est-à-dire pas sur la bonne trajectoire par rapport à un certain nombre d'objectifs. Et en matière de mortalité infantile, de mortalité maternelle et donc de lutte contre la malaria, même s'il y a eu des progrès très importants, si on veut tenir les objectifs, il va falloir accélérer. Il faut être très vigilant là-dessus. Si on se contente de poursuivre au rythme actuel, on n'y arrive pas. Sur la malaria, comme d'ailleurs sur beaucoup des objectifs du développement durable et de l'objectif santé. Donc il faut passer à un niveau supérieur, ce qui est difficile parce que la conjoncture, disons, politique mondiale est peut-être moins favorable à l'action multilatérale qu'elle l'était il y a seulement quelques années quand on a adopté les objectifs du développement durable. Mais comme disait ma grand-mère corse, il arrive parfois que d'une mauvaise chose en sorte une bonne. C'est-à-dire qu'on se rend compte aujourd'hui, pour ce qui est de l'action multilatérale, c'est le cas pour la lutte contre le changement climatique, qui a d'ailleurs des liens avec la lutte contre la malaria, c'est sûrement le cas, la lutte contre la malaria. On se rend compte qu'au niveau multilatéral, il n'y a pas que les gouvernements. Les accords entre les gouvernements, c'est très important, mais s'il y a des gouvernements qui appuient un peu sur le frein, qui ne veulent pas développer les choses, on peut construire d'autres coalitions. Moi, j'ai eu l'occasion, il y a quelques années, de lancer ce qu'on a appelé l'AMFM, la facilité pour l'accès aux médicaments essentiels pour la malaria, qui était une initiative très originale parce que justement, il s'agissait de subventionner et d'aider le secteur privé à mieux diffuser des médicaments de qualité, parce qu'on sait que lorsqu'il y a un épisode de fièvre, la tendance spontanée de l'enfant, hein, la tendance spontanée des mamans, c'est d'aller au plus près, et le plus près c'est souvent un professionnel de santé privé, parfois c'est le secteur informel. Et ben, on a eu avec cette expérience la démonstration qu'un partenariat public-privé bien cadré, bien organisé, peut augmenter l'efficacité de l'action, et donc on a une
une coalition peut-être inhabituelle entre le secteur privé et le secteur public, mais des choses comme ça doivent être multipliées. Et le fait que des gouvernements se fassent un peu tirer l'oreille pour aller dans le bon sens par rapport aux objectifs de développement durable, c'est pas bien, il faut essayer de corriger ça, mais une façon de le corriger, c'est de créer à la base ou aux différents niveaux des actions communes de tous les gens de bonne volonté, et Dieu merci, il y en a quand même beaucoup.